Le 8 mai 1945, l'Europe célèbre la fin de la guerre. Les villes libérées sont en liesse, les drapeaux flottent et les rues résonnent de joie après 6 années d'horreur. Pendant ce temps, aux États-Unis, la victoire est également fêtée avec éclat. Parades, feux d'artifice et rassemblements populaires. Partout, le monde reprend peu à peu espoir. La guerre est terminée, mais l'horreur qu'elle a laissée derrière elle est inimaginable. Après la capitulation allemande, le monde découvre l'ampleur des crimes nazis. Les camps de concentration libérés révèlent l'horreur. Des millions de victimes, des villes détruites, des vies brisées. Mais alors, comment juger l'impensable ? C'est dans ce contexte que s'ouvre le procès de Nuremberg. Pour la première fois, les dignitaires du régime nazi sont jugés pour complot, crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, sous le regard de plus de 300 journalistes, écrivains et photographes. Le procès se tient du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946 dans la salle 600 au palais de justice de Nuremberg, contre 24 des principaux responsables des horreurs du Troisième Reich. Les accusés sont des hommes que l'histoire n'oubliera jamais. Hermann Göring, ancien chef de la Luftwaffe et bras droit d'Hitler, Rudolf Hess, ancien adjoint d'Hitler, Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères, Wilhelm Keitel, chef de l'état-major de l'armée allemande, Albert Speer, ministre de l'armement et architecte du régime, et bien d'autres hauts responsables. Durant le procès, les preuves s'accumulent. Des films des camps de concentration sont projetés pour la première fois devant les accusés, des documents signés de leurs mains, des ordres militaires, des rapports officiels et des photos des victimes viennent confirmer leur responsabilité. Certains accusés baissent les yeux, d'autres restent impassibles. Le monde découvre alors en direct l'ampleur du mal qu'ils ont organisé. À présent, à travers les prochaines images d'archives, nous entrons au cœur de la salle 600 du palais de justice de Nuremberg, où l'histoire est en train de s'écrire et où les criminels nazis font face à leurs actes. Nuremberg est aujourd'hui une ville ruinée. Nuremberg était l'orgueil du Troisième Reich. Dans son stade immense, Hitler croyait faire trembler le monde. Mais Nuremberg est aujourd'hui la ville des juges. Dans ce bâtiment resté debout, s'est ouvert le procès géant des plus grands criminels de guerre, de ceux qui ont préparé le massacre, voulu la mort, donné les ordres. La France siège à ce tribunal où les nations libérées jugeront les responsables de 5 années de crimes. Les accusés sont munis d'écouteurs qui leur permettent de suivre les débats dans l'une des 4 langues officielles du procès. 400 journalistes sont venus du monde entier. Mais le président a posé une première question. Les accusés plaideront-ils coupables ou non coupables? Là-dessus, ils sont tous d'accord. Non coupables. Rudolf Hess. Ribbentrop. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig. Keitel. Ich bekenne mich nicht schuldig. Von Papen. Ich kenne mich keinesfalls schuldig. Ces hommes aujourd'hui vaincus, saisis et accusés, ces hommes savent bien que le monde ne leur pardonne pas et que l'heure de payer est venue. Au terme de 218 jours d'audience, le verdict tombe. 12 des accusés sont condamnés à mort, 7 autres reçoivent des peines de prison allant de 10 à 20 ans et 3 accusés sont acquittés. Le procès de Nuremberg ne se limite pas à juger des hommes. Il établit un principe inédit, le crime contre l'humanité, affirmant que certaines actions sont si graves qu'aucune excuse politique ou militaire ne peut les justifier. Malheureusement, la traque des criminels nazis n'était pas encore terminée. Beaucoup d'entre eux avaient pris la fuite, cherchant à échapper à la justice en se réfugiant à l'étranger, souvent en Amérique du Sud ou au Moyen-Orient. Parmi eux, Adolf Eichmann, architecte de la solution finale, parvient à s'échapper en Argentine. Pendant des années, il vit sous un faux nom, croyant pouvoir échapper à toute responsabilité. Mais la vigilance des chasseurs de nazis, dirigés par Simon Wiesenthal, finit par le rattraper. Eichmann est enlevé en pleine rue, juste devant chez lui à Buenos Aires, par un commando d'agents du Mossad. Il sera ramené en Israël, jugé et pendu le 30 mai 62. Un autre criminel a également échappé à la justice pendant des décennies. C'est le cas de Klaus Barbie, surnommé le boucher de Lyon.
Il est responsable de la torture et de la mort de nombreux juifs et résistants français, parmi lesquels Jean Moulin, figure emblématique de la résistance. Après la guerre, Barbie réussit à fuir en Amérique du Sud. Il change d'identité et vit sous le nom de Klaus Altmann. En attendant, il reste caché, croyant que le monde l'a oublié. En 1983, il est finalement extradé de Bolivie vers la France, où il est condamné à réclusion criminelle à perpétuité pour crimes contre l'humanité. Il meurt en prison en 1991. Après Klaus Barbie, l'un des pires criminels nazis, on se tourne vers ceux qui ont refusé que ces crimes tombent dans l'oubli. Serge et Beate Klarsfeld ont consacré leur vie à traquer les nazis, responsables de la déportation et de la mort de milliers de juifs. Dans les années 60 et 70, ils ont rassemblé des preuves, retrouvé des criminels et les ont confrontés à la justice. Mais le combat pour la mémoire et la justice ne s'arrête pas là. Chaque témoignage, chaque archive, chaque procès permet de garder vivante la mémoire des victimes et de rappeler au monde que la barbarie ne doit jamais être oubliée. Les actions des Klarsfeld, de Simon Wiesenthal ou du procès de Nuremberg montrent que même face à l'impensable, il est possible de rétablir la justice et de faire entendre la voix des victimes. L'histoire est parfois sombre, mais elle nous enseigne toujours quelque chose. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie d'en apprendre davantage sur cette période de l'histoire. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires et de vous abonner si vous avez aimé. A bientôt sur Patrivox.